Alors, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition spéciale Halloween de Au-dessus de nos têtes, donc nos capsules interactives d'astronomie. On est ici en direct du planétarium Rio Tinto Alcan. Donc, je m'appelle Myriam Latulippe, astronome, et je travaille comme animatrice scientifique au planétarium. Je suis aujourd'hui accompagnée à la technique de mon fidèle collègue, concepteur et éducateur scientifique Maxime Pivin-Lapointe. Salut Maxime, ça va bien? Oui, ça va toi, Myriam? Oui. Alors bon, je sais pas pour vous à la maison, mais nous, Maxime et moi, on est déguisés aujourd'hui parce que, ben oui, hein, avec l'Halloween, il y a évidemment le déguisement. Alors, là, on vous a joué un petit tour. On va vous laisser essayer de deviner on est déguisé en quoi. On va vous dire plus tard dans la capsule la bonne réponse, mais je peux vous donner un indice. L'indice, c'est que Maxime et moi, notre déguisement est dans la même thématique. Et la première personne qui répond dans les commentaires la bonne réponse, eh bien, vous gagnez, attention, mon admiration éternelle. Rien de moins. Alors, aujourd'hui, notre plan, pour notre spécial Halloween, autre que de simplement arborer nos astro-costumes, on a d'autres choses de prévues. On avait des observations de Mars qu'on voulait faire. Hein. C'était supposé être le bonbon de notre soirée d'Halloween. Mais Maxime, je pense que tu peux me confirmer qu'il ne fait pas beau dehors présentement. Effectivement, il ne fait pas beau. J'ai un petit problème de son, Myriam. Il va falloir que j'attende un petit peu avant de réintervenir. Mais... Parfait. Bon, ben je vais répondre à ta place. On a je vais mimer, je vais dire ce que tu mimes, là. Mais en gros, en ce moment, ben, comme vous pouvez le constater, à Montréal, en tout cas, il y a des nuages. Donc, pour l'observation de Mars, ça ne marchera pas. Mais on a d'autres petites choses à vous proposer pour notre soirée Halloween. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va commencer, comme toujours, par notre exploration du ciel de ce soir. Alors, je vous partage ici mon écran. Alors, voilà. Donc, vous devriez voir une simulation, donc une représentation du ciel de ce soir, présentement à Montréal, en ce 29 octobre à 19h. Donc, pour ceux qui nous suivent depuis le début avec Au-dessus de nos têtes, dans les premières capsules qu'on faisait, je commençais toujours par montrer le ciel en direct et il fallait que j'avance un petit peu le temps parce que le ciel était encore clair. Comme vous pouvez le remarquer en ce moment, le ciel, il est déjà sombre et oui, avec l'arrivée de l'automne, le ciel va s'assombrir de plus en plus tôt. Alors, si on regarde tout d'abord, donc, les premières choses qui vont apparaître dans le ciel tout de suite après le coucher du soleil. Donc, on a les planètes qu'on peut facilement voir ici. Donc, on a nos deux belles planètes, donc nos géantes gazeuses qu'on voyait très bien cet été, qu'on voit encore cet automne, mais plus en début de soirée. On ne les verra pas l'entièreté de la nuit. Alors, on peut voir Saturne et Jupiter. Sinon, on a aussi notre planète, là, en ce moment, c'est le moment donc d'observer Mars. On aurait voulu tenter de faire ce soir, mais la météo en a décidé autrement. Et ce soir, justement, on peut voir le Mars, elle va être juste à côté de la Lune, qui est ici, qui va être une très belle Lune. Donc, une Lune qu'on dit gibbeuse. Donc, si je regarde ici, là, donc, elle n'est pas pleine. En fait, il y a un côté, si vous regardez bien, là, le côté gauche de la Lune, il y a un petit peu d'ombre. Donc, on dit qu'elle est bossue un peu, elle est gibbeuse, croissante, donc elle va croître. Et ce sera la pleine lune à l'Halloween cette année. Et oui, ça n'arrivera pas avant un bon 19 ans qu'on aura une pleine lune pour l'Halloween. Donc, on va espérer qu'on va pouvoir l'admirer en mangeant nos bonbons qu'on a collectés ou qu'on s'est achetés si on est trop vieux pour aller ramasser des bonbons. Alors, ce soir, donc, la Lune va être juste à côté de Mars et dans les prochains jours, donc, la Lune va se déplacer et va s'éloigner de Mars comme ça. Une autre chose, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Donc, on a nos constellations qu'on peut tout le temps voir, hein, comme ici avec la Grande Ourse qu'on voit de ce côté. Mais du côté est, on va commencer à avoir des constellations d'hiver qui vont se lever. Et moi, c'est dans mes préférés
parce que c'est des constellations très brillantes. Donc, elles vont être faciles à reconnaître, faciles à repérer. Donc, c'est un très beau ciel l'hiver. C'est juste qu'il fait froid, mais il faut bien s'habiller pour pouvoir bien l'observer, en fait. Alors, j'avance un petit peu le temps jusqu'aux environs de 23 heures pour nous donner la chance d'avoir des belles constellations d'hiver qui se sont levées du côté est. Mais avant de se lancer dans ces constellations-là, comme habituellement, j'aime bien commencer par repérer nos constellations qui sont toujours là. Donc, des constellations qu'on peut voir tous les soirs, des constellations dites circumpolaires. Donc, bonne habitude dans le ciel, on repère la Grande Ourse. Donc, ici, une partie de la Grande Ourse qu'on surnomme le Grand Chaudron, qu'on peut retrouver ici avec les 3 étoiles faisant le manche du chaudron. Regardez, on a ici, donc, la constellation de la Grande Ourse. Donc, le Grand Chaudron ici représente en fait le derrière et la queue de la Grande Ourse. Parce que c'est bien connu que les Grandes Ourses, bien, ça a des queues, en tout cas dans le ciel. Ensuite, une fois qu'on a trouvé comme ça notre Grand Chaudron, bien, on peut utiliser les 2 étoiles opposées aux manches et on va prolonger ce trait-là imaginaire vers le haut du ciel et on arrive comme ça à l'étoile polaire, donc dite l'étoile du Nord parce qu'elle pointe vers le nord, qui est aussi au bout de la queue de la petite ourse. Une autre constellation circumpolaire facile à retrouver, c'est la constellation de Cassiopée qui est en forme de W ou en ce moment en forme de M. Et entre la petite ourse et Cassiopée ici, donc les étoiles qui sont là, en fait, elles vont appartenir à la constellation de Céphée. Regardez ici qu'il y a la forme d'une petite maison. Et moi, en fait, je voulais vous montrer la constellation de Céphée parce que dans cette constellation-là, on peut retrouver une nébuleuse. Et allons voir juste ici, nébuleuse spéciale Halloween. Juste ici. Donc, la nébuleuse là qu'on surnomme la nébuleuse du fantôme, parce qu'on dirait vraiment comme un fantôme, comme un drap céleste dans le ciel. Donc, on a la nébuleuse du fantôme. Mais oui, les nébuleuses, parfois, elles vont seulement avoir des noms de catalogue, là, un numéro de téléphone imprononçable, mais des fois, les plus belles, les plus connues, les plus brillantes vont avoir des noms un peu particuliers. Et on en retrouve certaines à thématique un peu d'Halloween. Et plus tard, je vais vous en présenter d'autres, mais on retrouve ici notre première nébuleuse lugubre d'Halloween, la nébuleuse du fantôme. Sinon, alors, on va continuer notre exploration du ciel. Donc, je vous ai montré quelques constellations circumpolaires, donc on pouvait tout le temps voir dans le ciel. Maintenant, allons voir les nébuleuses du côté du ciel d'hiver, donc avec ces nouvelles constellations qui commencent à apparaître de plus en plus tôt dans le ciel. Donc, à partir de 22, 23 heures, on peut commencer à les voir. Et la semaine prochaine, on va les voir même 1 heure plus tôt. Non pas parce que le ciel change si rapidement, mais parce qu'en fin de semaine, on va changer d'heure. Alors, la nuit va avancer d'1 heure, on pourrait dire. Donc, une bonne constellation d'hiver là, que vous pourrez commencer à voir, ça va être la constellation d'Orion qu'on peut retrouver ici, là. Orion, c'est un chasseur, donc un personnage mythologique, un chasseur, un guerrier représenté dans le ciel. Donc, la constellation a la forme d'un sablier, on pourrait dire. Mais la première chose que vous pouvez facilement faire pour la retrouver, c'est retrouver les 3 étoiles au centre de la constellation. Si vous les voyez ici, là, ces 3 étoiles très brillantes qu'on voit facilement, même en plein centre-ville de Montréal. Et ces 3 belles étoiles alignées. Et ça fait la ceinture d'Orion. Donc, ça représente la ceinture de ce personnage mythologique. Sinon, les 2 étoiles les plus brillantes de la constellation vont être en fait à l'opposé d'Orion. Donc, on va avoir ici l'étoile Bételgeuse, qui va être une étoile rouge, et l'étoile Rigel, une étoile plus bleutée.
Et si on s'approche de Rigel, est-ce que vous arrivez à voir quelque chose ici, là, dans le ciel? Ça, c'est une nébuleuse par réflexion. Donc, ça veut dire qu'on va la voir, elle va briller parce qu'elle va refléter la lumière d'une étoile proche. Donc, cette nébuleuse qu'on voit ici, ce nuage de gaz illuminé, on va le voir parce qu'il est éclairé par l'étoile Rigel qui est juste à côté ici. Et cette nébuleuse-là, je vais vous la montrer un peu plus tard, mais elle porte le nom de la nébuleuse de la tête de sorcière parce que ça représente le profil de la tête d'une sorcière. En ce moment, il faut la connaître pour bien le voir parce que la tête, elle est à l'envers. Donc ici serait le front de la sorcière, là, on aurait les yeux, le nez et ici sa bouche avec son menton pointu. Peut-être que vous arrivez à la voir, peut-être que non, mais tantôt, plus tard, je vais vous montrer une photo de la nébuleuse, la tête en haut, et là, vous ne pourrez pas vous tromper, c'est bel et bien une tête de sorcière. Alors ça, c'est pour notre nébuleuse à côté de la constellation, d'Orion. Sinon, si vous prenez là ici, regardez les 3 étoiles qui forment la ceinture d'Orion et que vous les prolongez vers le haut, vous allez atteindre une étoile rouge très brillante et elle va être entourée d'un V de quelques étoiles ici. Donc ça, c'est l'étoile Aldébaran et ça va tracer en fait la tête du taureau. Donc on va pouvoir observer ici le taureau dans le ciel avec sur son épaule les Pléiades, donc ce petit amas d'étoiles qui ressemble, comme je le dis souvent, à une mini casserole. Alors, bon, je pense que je vous ai montré quand même pas mal de petits trucs là, comme ça dans le ciel. Donc, on a vu quelques nouvelles constellations faciles à retrouver, la constellation d'Orion, la constellation du Taureau. Donc, à moins que vous ayez des questions particulières ou des requêtes spéciales pour le ciel étoilé, bien, on va continuer. Et là, cette fois-ci, on va rentrer dans notre thématique d'Halloween. Donc, notre prochaine étape, ce n'est pas tout de suite les nébuleuses lugubres, mais on va aller voir plutôt ce qu'on appelle des cadavres stellaires. Myriam. Maxime. Oui, bonjour. Bonjour. Je pense que les gens auraient besoin d'un peu d'aide pour avoir une idée en quoi tu es déguisé. On focus beaucoup sur l'image en arrière-plan, mais... Ah. Ouais. OK. Et moi, je pourrais rouler plus mes airs. Mm-hmm. Peut-être que ça pourrait aider les gens à deviner en quoi je suis déguisé en ce moment. Mm-hmm. Oui. Est-ce qu'on donne un meilleur indice de notre déguisement? Et j'espère que mon son est bon en ce moment. On a Martine qui est avec nous aussi à la technique et aux commentaires. Mm-hmm. Martine, j'espère que mon son est meilleur en ce moment. Tu me feras signe certainement si mon son n'est pas bon. Mais prière, dis-moi si mon son est bon. Et toi, Myriam, donc tu es aussi un autre astronome, communicateur scientifique. Oui, je dirais même que je suis un astronome, un communicateur scientifique quand même très connu. Contrairement à toi, moi, je suis un Américain. Eh oui, eh oui. Et en fait, le fond derrière, c'est parce que souvent, moi, j'aime bien prendre des pauses devant des fonds de l'espace, comme des galaxies, des planètes, des choses comme ça. Ah, donc, ben moi aussi, tu sais, j'aime beaucoup parler d'astronomie, parler de nucléosynthèse, mais aussi de l'écologie et des changements climatiques. Moi, je pense que si je pourrais dire un mot comme indice, ce serait le mot cosmos. Je vous laisse essayer de trouver ça. Je vais vous laisser encore un petit peu de temps pour essayer de le deviner, puis sinon, bien, vous inquiétez pas, on va vous donner la réponse un peu plus tard. Est-ce qu'on avait des questions sur le chat, à part en quoi on est déguisé, avant qu'on continue? Il y a une question de Marie-Ève, oui, qui demande si dans la constellation d'Orion, s'il va y avoir une étoile qui va disparaître. Ah, très bonne question. Et oui, en fait, il va y avoir une étoile qui va disparaître. Et je voulais montrer un petit peu tantôt, là. C'est l'étoile rouge, juste en haut à gauche d'Orion, l'étoile Bételgeuse. Donc, c'est une étoile géante rouge. Donc, les étoiles en fin de vie, elles vont se mettre à gonfler, à devenir très, très grosses et à changer de couleur. Elles vont devenir rouges. Et
peu de temps après, en fait, elles vont mourir, elles vont exploser. Donc, cette étoile-là, elle va mourir vraiment, vraiment bientôt. Ce que ça veut dire bientôt en astronomie, ça veut dire qu'elle pourrait mourir la semaine prochaine, ou dans un mois, ou dans un an, ou dans 10 000 ans. Oui, en fait, à l'échelle astronomique, là, ça, c'est pas mal la même chose. Donc, peut-être que de notre vivant, on va la voir exploser. Ça ne va pas être dangereux pour nous, ne vous inquiétez pas. Là. Elle va juste se mettre à être plus lumineuse quand elle va avoir explosé. Ça va faire une supernova. Donc, ça va avoir l'air d'une tache floue très lumineuse qu'on va voir dans le ciel. Puis, éventuellement, après, elle va disparaître. Donc, la constellation d'Orion va changer un petit peu de forme. Donc, alors, je pense que c'est de cette étoile-là que tu parlais. D'autres questions? Oui, nous avons une autre question. Mon garçon William, c'est pas une question, mais c'est tout joli. Mon garçon William aimerait bien voir la grande ours si c'est possible. Ah, ben oui. Voyons. Alors, allons retrouver la grande ours. Et une prochaine question que je te lance tout de suite aussi, Myriam. Pourquoi, quand on se rapproche de la Lune, elle devient rouge? Les couleurs de Lune, oui, ça c'est intéressant. On nous parle d'ailleurs de Lune bleue dernièrement, je crois. Je ne suis pas certaine de bien comprendre la question de pourquoi, quand on s'approche de la Lune, elle devient rouge. Parce que des fois, la Lune va sembler changer de couleur. Des fois, c'est parce que lorsqu'elle est basse à l'horizon, sa lumière va être un peu plus rougeâtre à cause qu'elle traverse une plus grande couche d'atmosphère, de gaz dans le ciel. C'est le même phénomène qui fait que le coucher de soleil, le soleil va être plus rougeâtre quand il est bas à l'horizon que lorsqu'il est haut dans le ciel. Donc, parfois, la Lune, quand elle est basse près du sol, elle va apparaître plus jaune-orange. Mais des fois, la Lune va vraiment être couleur rouge lors d'une éclipse lunaire, donc lorsqu'elle va être cachée dans l'ombre de la Terre et que le petit peu de lumière qui s'y rende va être en fait un petit peu de couleur rouge, donc elle nous apparaît rouge dans le ciel. Mais ce n'est pas parce qu'on s'approche de la Lune qu'elle va changer de couleur. Alors, j'espère que ça répond à ta question. Est-ce qu'on en a d'autres ou est-ce qu'on passe au cadavre stellaire? Bien, je vais revenir. Oui, la question suivante nous parle justement de la mort des étoiles. Qu'est-ce qui explique la mort des étoiles et des cadavres stellaires? Donc oui, ça me semble un bon moment pour passer aux cadavres. Parfait. Donc, sans plus tarder, passons à nos cadavres stellaires. Donc, je vais vous partager maintenant une autre partie de mon écran. Alors, donc, je vous ai préparé une petite présentation spéciale d'Halloween. Alors, les cadavres stellaires. Donc, ce n'est pas juste un joli nom qu'on a donné spécialement pour l'Halloween. En fait, les cadavres stellaires, c'est un nom qu'on donne à ce qui reste au cœur de l'étoile qui va rester une fois qu'elle va être morte. Okay. Donc, une étoile, qu'est-ce que c'est? On va commencer un petit peu par revenir vers les bases. Donc, une étoile, en fait, ça va être une grosse boule de gaz. Et cette étoile-là, elle va être en équilibre parce qu'elle va, en fait, combattre deux forces. Il y a la force de gravité qui va avoir tendance à comprimer l'étoile sur elle-même. Et en la comprimant comme ça dans son cœur, la température va augmenter, il va faire de plus en plus chaud, la pression va augmenter aussi, et ça va déclencher des réactions de fusion nucléaire. Toi, Maxime, ton personnage, il connaît bien ça, la fusion nucléaire au centre des étoiles. Et ces fusions nucléaires-là, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont pousser vers l'extérieur de l'étoile. Donc, l'étoile, ça va être un équilibre entre la force de gravité qui comprime et l'énergie libérée par les forces nucléaires qui poussent vers l'extérieur. Et à la fin de la vie d'une étoile, éventuellement, elle va avoir brûlé tout son carburant nucléaire. Et donc, il n'y aura plus de force qui pousse vers l'extérieur. La gravité va prendre le dessus, elle va comprimer l'étoile sur elle-même et son cœur donc, va être comprimé et le reste va exploser. Et le cœur qui reste de l'étoile, ça va être ça, le cadavre stellaire. Donc, ce n'est pas une étoile
étoiles, un peu comme notre Soleil. Certaines, on va les appeler des étoiles parce que ça reste des astres qui vont briller, mais ils ne brillent pas de la même façon que des étoiles plus régulières. Et donc, ces cadavres stellaires-là, donc ce qui reste après la mort de l'étoile, il y a 3 types. Donc, on a ici les naines blanches, les étoiles à neutrons et les trous noirs. Donc, on va commencer par notre premier cadavre stellaire, les naines blanches. Donc, les naines blanches, en fait, elles vont être créées après la mort d'une étoile, un peu comme le Soleil. Donc, une étoile pas trop grosse. Donc, à la fin, le cœur de notre étoile, dans 5 milliards d'années, va se comprimer et créer une naine blanche. Et là, ce qu'il faut comprendre, les cadavres stellaires, ils sont très, très denses parce que c'est le cœur de l'étoile qui s'est comprimé en un petit objet astrophysique. Donc, dans le cas d'une naine blanche, souvent, elles vont avoir environ la masse du Soleil, mais faire la même taille que la Terre. Donc, imaginez, le Soleil, il est beaucoup, beaucoup plus gros que la Terre, mais à la fin, toute sa masse va être comprimée dans un rayon semblable à celui de notre planète. Donc, les naines blanches, là, c'est très, très dense. Tous les atomes à l'intérieur vont être collés les uns sur les autres et ça fait en sorte qu'on atteint des densités de l'ordre de 5 tonnes par cuillerée à thé. Donc, je vous donne ici, c'est mon unité de mesure préférée, c'est en cuillerée à thé. Donc, imaginez que vous preniez une cuillère de naine blanche, votre cuillère à thé va avoir la masse de 5 tonnes, ou si vous préférez, c'est environ la masse moyenne d'un éléphant d'Afrique. Donc, c'est quand même lourd, la cuillère. Donc, pour les naines blanches. Mais là, comme je l'ai dit, les naines blanches vont être créées par des étoiles pas très grosses lorsqu'elles vont mourir. Quand on a des étoiles encore plus grosses, encore plus massives, bien, la gravité est encore plus forte. Donc, lorsque l'étoile va s'effondrer à la fin de sa vie, bien, l'implosion va être encore plus forte. Et là, ça va créer quelque chose d'encore plus petit, d'encore plus dense. Et là, ça va créer une étoile à neutrons. Donc, une étoile à neutrons, comme son nom l'indique, elle est faite de neutrons. Donc, là, je vais rentrer un petit peu vite, là, mais si vous savez c'est ou pas un neutron, donc les atomes, donc tout ce qui constitue la matière, les atomes, donc, ils sont faits d'un noyau et autour, il y a des électrons. Dans le noyau, il y a 2 choses, il y a des protons et des neutrons. Donc, l'étoile à neutrons, ce qui va se passer, c'est que lors de l'implosion, ça va être tellement fort, cette implosion, que ça va faire collisionner des atomes ensemble tellement fort que, en fait, c'est comme si les noyaux vont se rejoindre et se combiner. Donc, c'est comme une étoile à neutrons, là, c'est comme un gros noyau atomique. C'est un peu drôle à dire, là, mais c'est vraiment, c'est la même composition, en fait, qu'un noyau d'un atome, on pourrait dire. Et c'est quand même impressionnant parce qu'une étoile à neutrons, ça va être vraiment comprimé. C'est très petit pour un objet céleste. Okay? Il va avoir une taille de 10 à 20 km. Pour vous donner une idée, on peut comparer la taille d'une étoile à neutrons avec la taille du réseau de métro à Montréal. Okay? Donc, c'est vraiment pas gros, là. C'est gros comme une ville, mais c'est un objet céleste plusieurs fois la masse du Soleil. C'est vraiment très dense. Là, on parle maintenant d'une densité de 5 milliards de tonnes par cuillère à thé. 5 milliards de tonnes. Tantôt, la naine blanche, c'était 5 tonnes. Là, c'est 1 milliard de fois plus dense qu'une naine blanche. Donc, c'est vraiment, là, on rentre dans des densités là, vraiment extrêmes. Et là, si notre étoile, avant qu'elle meure, est encore plus grosse, okay? Son implosion va être encore plus forte, tellement forte que là, ça ne va pas créer une naine blanche, ça ne va pas créer une étoile à neutrons. Là, ça va créer un trou noir. Donc, on va retrouver des trous noirs. Donc, un des types de trous noirs qui existent dans l'univers, on les appelle les trous noirs stellaires, donc stellaires comme étoiles. Donc, ils vont être créés par la mort d'étoiles massives. Donc, on en retrouve un peu partout dans les galaxies, partout où il y a des grosses étoiles qui sont mortes. On peut retrouver leurs cadavres des trous noirs stellaires.
Donc, typiquement, ces trous noirs-là peuvent avoir une masse de quelques fois la masse du Soleil jusqu'à quelques dizaines de fois la masse du Soleil. Et si on regarde, ce serait à peu près quelle grandeur ces trous noirs-là. Donc là, quelques dizaines, peut-être même jusqu'à 200 kilomètres. Donc, on peut comparer ça à là, la taille d'une île. Ici, ça, c'est l'île de Montréal. On peut comparer ça à la taille d'une région, comme la taille du Québec. Donc, ça dépend. Plus un trou noir va être massif, plus son rayon aussi va être plus grand. Donc, on retrouve des trous noirs dont la densité peut atteindre jusqu'à 10 milliards de tonnes par cuillère à thé. Donc là, encore plus dense que certaines étoiles à neutrons. Alors, ça, c'était pour nos trous noirs, donc notre dernier cadavre stellaire. Et là, est-ce qu'on a des questions avant que je continue? Parce que là, je sais, là, je vous ai donné quand même pas mal de notions sur les cadavres stellaires. Oui, il y a des questions. Une question à laquelle peut-être je peux tenter de répondre et peut-être tu peux nous montrer du visuel, Myriam, si tu en as, Oui. peut-être dans Stellarium. De voir un trou noir et de voir peut-être le trou noir le plus proche de la Terre. Le trou noir le plus proche de la Terre a été découvert très récemment, cette année, le 6 mai, autour de l'étoile HR 6819. À vrai dire, cette étoile tourne autour de ce qui serait un trou noir. Et c'est une étoile visible à l'œil nu. C'est ce qui est fantastique, de voir une étoile qui orbite autour d'un point qu'on ne voit pas. Mais par le mouvement de l'étoile, on est capable de calculer la présence d'une masse qui affecte la trajectoire de l'étoile. Et ce ne pourrait être qu'un trou noir qui a une dimension physique assez petite et une masse suffisamment grande pour expliquer le mouvement de cette étoile autour d'elle. Donc, dans le système HR 6819. Parfait. Donc, je suis en train de 6819. Et nous allons devoir partager une autre fenêtre de ton écran, Myriam. Oui, je suis encore en train d'essayer de pouvoir la voir parce qu'en fait, l'étoile HR 6819, elle est dans la constellation du télescope, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Exact. Et avec un nom comme ça, vous pouvez vous douter que je vous aurais montré cette constellation parce que c'est un si beau nom, mais on peut seulement la voir de l'hémisphère sud. Alors, je suis en train d'essayer de changer rapidement les paramètres de mon stellarium pour pouvoir voir cette étoile-là. Alors, laissez-moi 2 petites secondes. Et durant ce temps, je peux peut-être répondre aussi à une autre question. Nous avons une question de Marilyn qui se demande « Que va-t-il se passer quand le Soleil va mourir? » Voilà qui est mieux. Donc, lorsque le Soleil va mourir, tout d'abord, il va gonfler. Hein. Déjà, même en ce moment, c'est une réalité immanquable de la vie. Nous gonflons et le Soleil, à chaque milliard d'années, gonfle un peu, ce qui fait qu'on reçoit 10% plus d'énergie du Soleil à chaque milliard d'années. Et dans environ 5 à 6 milliards d'années, le Soleil aura fini de faire la fusion nucléaire de l'hydrogène dans son cœur. Et donc, il va entrer dans une phase de géante rouge. Il va gonfler tellement jusqu'à l'orbite entre la Terre et Mars environ. Les planètes auront reculé légèrement, mais probablement que le Soleil, à ce moment-là, engouffrera la Terre. Et oui, scénario qui fait peur, mais c'est dans 5 milliards d'années seulement. Et à la suite de quoi, dans un dernier sursaut d'énergie, au moment où le Soleil se transformera en naine blanche, il va souffler les couches externes de gaz et se transformer en nébuleuse planétaire. Donc, la couche superficielle, il va comme éjecter sa peau. Et au centre, eh bien, il va y avoir le petit cadavre stellaire, la naine blanche qui va rester du Soleil.
On verra des exemples d'étoiles qui ont subi le même processus et qui ont éjecté et qui ont créé une nébuleuse circulaire autour d'elles. Myriam prévoyait justement nous montrer ça. Oui, mais entre-temps, j'ai finalement réussi à trouver notre étoile autour de laquelle il y a le trou noir le plus près de la Terre, donc l'étoile HR 6819. Donc, dans la constellation du télescope qu'on peut voir ici, qui n'est pas une constellation très impressionnante, c'est littéralement 2 étoiles qu'on relie par un trait. Mais l'étoile, elle est là, visible à l'œil nu. Et en fait, c'est un système triple avec un trou noir. Donc, il y a 2 étoiles et un trou noir, et tout ça orbite un autour de l'autre. Et comme je crois, Maxime, tu me le disais tantôt, donc elle est à 1000 années-lumière de la Terre. Donc, ça reste quand même assez loin, mais c'est à ce jour le plus près de la Terre. Et c'est quand même impressionnant qu'elle soit autour d'une étoile qu'on peut voir à l'œil nu. Donc, si un jour vous avez la chance d'aller dans l'hémisphère sud, essayez de repérer l'étoile et dites-vous que autour de cette étoile-là, il y a un trou noir qui tourne. Durant que tu reviens à ta présentation, Myriam, on a une autre question. On nous demande, Marie-Claire demande, est-ce qu'un trou noir, c'est dangereux? C'est une excellente question, ça. Est-ce qu'un trou noir, c'est dangereux? Ben oui, si jamais vous passiez près d'un trou noir, si vous fonciez vers un trou noir, vous seriez, ce qu'on dit, c'est spaghettisé. Spaghettifié. Spaghettifié, oui. Spaghettifié. Donc, la gravité, lorsque vous approchez tellement de cet objet qu'est le trou noir, vos pieds, si vous arrivez les pieds devant, ou disons la tête devant, pour ne pas être trop sinistre en commençant, donc la tête devant, eh bien, votre tête est plus attirée par le trou noir que vos pieds qui sont derrière. Et donc, comme ça, c'est la force de marée. Hein. Plus on est près d'un objet, plus il nous attire. Mais la variante de gravité à proximité d'un trou noir est tellement rapide que ça se fait ressentir à la longueur même typique d'un corps humain. Et puis, donc, notre tête est étirée comme ça vers le trou noir plus rapidement que nos pieds et on s'allonge comme ça. On devient un spaghetti. On devient un spaghetti ou une courge spaghetti ou enfin les types de pâtes longues que vous souhaitez. Où allais-je avec ça? Oui, donc c'est pas joyeux, mais tomber sur une étoile, c'est pas joyeux non plus. Hein. Si on tombe sur le Soleil, on meurt aussi. Si on tombe sur la Terre, on meurt. Donc tous les astres sont dangereux. Les trous noirs ne sont pas plus dangereux, donc véritablement. Oui, leur gravité est plus forte, mais si on est assez loin, hein, si le Soleil devenait un trou noir d'un claquement de doigts divin avec la même masse, eh bien la Terre continuerait à tourner autour de ce trou noir comme si de rien n'était. La gravité ressentie à cette distance est pas différente. Oui, donc un trou noir, finalement, c'est pas comme un gros monstre qui va tout avaler l'univers. Il faut être relativement près du trou noir pour que là, ça devienne dangereux, qu'on se fasse aspirer et spaghettifier. Est-ce qu'on continue un petit peu? Oui, je t'en prie, Myriam. Alors, donc là, je vous avais montré nos 3 types de cadavres stellaires, donc les naines blanches, les étoiles à neutrons et les trous noirs. Donc ça, c'est ce qui reste, comme je l'ai dit, après la mort de l'étoile. Donc c'est le cœur de l'étoile qui reste. Mais tout autour, c'est pas rien en fait. Il va y avoir à la fin de l'étoile une implosion et une explosion. Et là, il y a une partie de la matière de l'étoile qui va être éjectée dans l'espace et qui va créer deux choses différentes. Donc, si c'est une étoile un peu comme le Soleil, pas très massive, ça va créer une nébuleuse planétaire, donc comme on peut voir à gauche. Donc, qui ressemble, ici, c'est la nébuleuse de l'hélice, qui ressemble comme à un gros œil. Ça, c'est une image infrarouge qu'on peut voir. Donc, ça va créer une nébuleuse planétaire qui sont en fait les couches extérieures de l'étoile qui vont être soufflées et créer ces nébuleuses-là qui sont souvent rondes, comme l'étoile, comme c'est les couches qui sont gentiment expulsées. Tandis que quand c'est une plus grosse étoile, là, la mort va être beaucoup plus cataclysmique et l'étoile va vraiment exploser. Une explosion qu'on appelle une supernova. Et ce qui va rester de la supernova, on appelle ça un rémanent de supernova, comme on peut le voir ici à droite. Donc, c'est la nébuleuse du crabe qu'on peut voir dans plein de types de lumières différents.
dans cette image-là. Et on peut voir ici à l'intérieur, il va y avoir en fait, au centre, il va y avoir l'étoile à neutrons au centre de ce rémanent de supernova, tandis qu'au centre d'une nébuleuse planétaire ici, il va y avoir une naine blanche. Et en parlant de nébuleuse, donc c'est le moment, comme je vous l'avais promis, de vous montrer notre sélection de nébuleuses lugubres spéciales Halloween. Et là, tous les noms que je vais vous donner, ce ne sont pas des noms que j'ai inventés. Ce sont de vrais noms officiels donnés à ces nébuleuses. Alors, la première que je vous avais promis, c'est la nébuleuse de la tête de sorcière. Donc, la nébuleuse de la tête de sorcière avec l'étoile Rigel qu'on peut voir en haut à droite qui va éclairer la nébuleuse. Et là, on peut vraiment mieux voir le profil de la sorcière avec son œil qui va être ici. On va avoir le nez et la bouche qui crie de la sorcière. Donc, la nébuleuse de la sorcière. Et pour accompagner la tête de la sorcière, on a aussi le balai de la sorcière. Donc, la nébuleuse du balai de la sorcière qui va être en fait une partie de ce qu'on appelle la dentelle du cygne, qui est un rémanent de supernova. Ça va être la partie ouest de ce rémanent de supernova-là. Et ça ressemble un peu au balai d'une sorcière. Donc, on lui a donné le nom de la nébuleuse du balai de sorcière. Il n'y a pas juste des sorcières, il y a aussi des sorciers. Donc, on a la nébuleuse du sorcier. Bon, cela, moi, pour être honnête, je ne le vois pas. Si vous trouvez comme pourquoi on lui a donné ce nom-là, bien, je vous invite à l'écrire en commentaire. Mais c'est quand même une jolie nébuleuse avec un amas d'étoiles qu'on peut voir devant. Mais outre que des sorcières, on a des fantômes dans l'espace. Et oui, donc on avait la nébuleuse du fantôme que je vous ai montré un peu plus tôt dans Stellarium, dans la constellation de Céphée. Donc, on a la nébuleuse du fantôme, qui est elle aussi une nébuleuse par réflexion, donc qui va être éclairée par les étoiles environnantes. La nébuleuse du fantôme, là, moi, ça, c'est une de mes préférées. Et à ne pas confondre la nébuleuse du fantôme avec une nébuleuse qu'on surnomme le fantôme. Mais son nom officiel, c'est IC63. Donc, on a la nébuleuse du fantôme, le fantôme. On a aussi la nébuleuse du petit fantôme, donc une nébuleuse planétaire hein, qui ressemble plus à une sphère. On a aussi la nébuleuse de la tête de fantôme qu'on peut voir ici. Et on a même la nébuleuse de la trace de fantôme, en anglais le Phantom Streak, si je me souviens bien. Donc, une autre nébuleuse qu'on peut voir, tous avec des noms de fantômes. On a sinon, ça c'est des drôles de surnoms, là. On a la nébuleuse qu'on surnomme le fantôme de Jupiter. Pourquoi on appelle ça le fantôme de Jupiter? C'est simplement que depuis la Terre, quand on le regarde au télescope, elle ressemble un peu à Jupiter. Elle a à peu près la même grosseur vue d'ici dans le ciel, mais elle va être plus floue parce que c'est une nébuleuse, c'est nébuleux par définition. Donc, on l'a surnommé le fantôme de Jupiter. Et un peu de façon similaire, on a aussi le fantôme de la Lune. Et on a finalement la nébuleuse du crâne. Donc, plein de nébuleuses avec des noms tout plus terrifiants les uns que les autres. Vous savez, dans le ciel, on n'a pas seulement des nébuleuses avec des noms un peu lugubres, mais il y a aussi des galaxies, non pas avec des noms lugubres, mais plutôt des galaxies qui ont un comportement assez spécial. En fait, on a du cannibalisme galactique. Et oui, en fait, ça fait partie de l'évolution des galaxies de se cannibaliser. Donc, en fait, de se fusionner ou de manger d'autres galaxies. Donc, le processus par lequel une grosse galaxie va, en fait, manger, va absorber une de ses galaxies voisines, on va vraiment appeler ça le cannibalisme galactique. Myriam,
Oui. Excuse-moi de t'interrompre, Ben non. cannibalisme galactique, ça fait peur. Mais avant, on avait beaucoup de questions sur les nébuleuses, Ben oui, peut-être ben oui. avant de passer aux galaxies gourmandes. Question de nébuleuse. Alors, une première question de nébuleuse, on demande quelle est la durée de vie d'une nébuleuse? Oh, la durée de vie d'une nébuleuse. Euh, C'est une très bonne question. Je dirais assez longtemps, mais je n'ai pas l'âge avec moi. Toi, Maxime, est-ce que tu connais la réponse? Ben, je Voilà qui est mieux, je crois. Bonjour tout le monde, vous m'entendez maintenant, probablement? Oui, on a eu un petit problème avec l'ordinateur de Myriam, donc je vais continuer moi-même. À vrai dire, je vais vous présenter un peu l'arrière-scène et on va aller chercher Myriam, qui est donc juste devant moi. Tiens, vous allez voir un petit aperçu de notre studio ici. Donc, nous voilà comme ça. Bonjour Myriam. Et donc, oui, donc la durée de vie d'une nébuleuse. Peut-être, peux-tu parler des différents types de nébuleuses qui existent? Est-ce qu'on m'entend? On va t'entendre par la caméra, donc peut-être t'approcher le temps que je règle ce petit problème technique. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez. On a un petit problème technique. Donc, pendant ce temps-là, ça m'a laissé le temps d'aller googler rapidement. Et comme je le pensais, donc les nébuleuses, là, ça va pas durer très, très longtemps. On parle de quelques milliers d'années, disons peut-être 10 000 ans, avant que la nébuleuse, finalement, va, par exemple, se dissiper ou va créer d'autres, commencer à créer d'autres étoiles ou va rejoindre d'autres nébuleuses. Donc, il y a plusieurs types de nébuleuses. Comme je l'ai dit tantôt, je vous ai montré, par exemple, la nébuleuse de la tête de sorcière, qui était une nébuleuse par réflexion. Donc, elle, ça va être une nébuleuse qu'on va voir, non pas nécessairement parce qu'elle émet sa propre lumière, mais plutôt parce qu'elle va être éclairée par d'autres étoiles qui sont proches. Il y a d'autres nébuleuses qui vont, elles, émettre leur propre lumière. Il y a des nébuleuses qui vont créer des étoiles. Elles, on les appelle souvent les pouponnières d'étoiles, comme par exemple la nébuleuse d'Orion, que je vais vous montrer dans une autre édition de Au-dessus de nos têtes. Mais donc, c'est une nébuleuse, en fait, un gros nuage de gaz et de poussière qui va s'effondrer sur lui-même et donner naissance à d'autres étoiles. On a aussi des nébuleuses sombres. Donc, cette fois-ci, souvent, il va y avoir une région qui va émettre de la lumière. Et là, ça va être des nuages de poussière ou de gaz qui vont, eux, bloquer la lumière et on va les voir. C'est aussi des très belles nébuleuses. Par exemple, la nébuleuse de la tête de cheval, qui est un bon exemple de nébuleuse sombre. Alors, Maxime, est-ce qu'on a réglé un peu nos problèmes techniques? On est en train de le régler, Myriam, mais on a encore ton ordinateur de partager, si tu veux revenir à ta présentation. Oui. Et moi, je vais déménager cette caméra pour te suivre. Parfait. Et puis, voilà. Les joies de l'envers du décor. Donc là, on est dans la zone bistrot du planétarium. Suivez-moi jusqu'à mon ordinateur. On va déménager. Est-ce que tu as besoin d'aide? Je vais tenir ça à la mode selfie pendant que Maxime essaie de ne pas faire tomber tous ses autres écrans d'ordinateur.
Pendant ce temps-là, je me demande s'il y en a certains d'entre vous qui avaient réussi à deviner nos costumes. Est-ce que tu avais eu le temps, Maxime, toi, de voir si des gens avaient deviné? Pas à ma connaissance. Ah! Donc, OK, je vais vous donner peut-être d'autres indices. Je pourrais... OK. Maxime, c'est un vulgarisateur scientifique d'astronomie québécois, très connu. Il y a beaucoup de prix en son nom, des prix de vulgarisation. Il a écrit bon nombre de livres et son prénom commence par U et finit par Ber. Donc, je vous laisse aller essayer de trouver le personnage de Maxime. Tandis que moi, je suis aussi un vulgarisateur, un communicateur scientifique et un astronome américain. J'ai fait une série télé appelée Cosmos qui était très populaire. J'ai écrit un livre du même nom. J'ai participé à des programmes de la NASA, par exemple le programme Voyageur et des choses comme ça. Donc, je vous laisse peut-être essayer de googler, peut-être que vous trouverez quelque chose par rapport à ça. Est-ce que je vous donne mon prénom, moi aussi? Bon, je vais vous donner mon prénom. Mon prénom, c'est Carl. Donc, alors, pendant ce temps-là, on va continuer ici ma présentation. Donc, cette fois-ci, on était rendu à parler du cannibalisme galactique, pendant que Maxime essaie de régler les problèmes. Alors, le cannibalisme galactique, donc, alors comme je disais, les galaxies, pendant leur vie, en fait, elles vont interagir les unes avec les autres. Ça fait partie de l'évolution, de la vie typique d'une galaxie, qu'elle soit petite ou grande ou moyenne. Des fois, les galaxies vont entrer en collision, mais ça ne veut pas dire qu'elles vont se fusionner ensemble. Si elles vont très, très vite les unes par rapport aux autres, elles peuvent simplement collisionner et continuer leur chemin, chacune de leur côté. Parfois, elles vont collisionner et finir par se fusionner. Et lorsqu'on a vraiment une grosse galaxie qui est en train de manger une petite, la grosse galaxie va souvent garder la même forme qu'elle avait dès le début, et tandis que la petite va être détruite, va être déchiquetée par la gravité de la grosse galaxie. Et là, on va parler vraiment de cannibalisme galactique. Mais aujourd'hui, je vais souvent dire cannibalisme galactique en parlant de fusion de galaxies. Donc, sur ces images ici, on peut voir d'ailleurs des exemples de galaxies en interaction. Donc, on peut voir certaines qui sont traversées par d'autres galaxies et qui vont être complètement détruites. Certaines vont être déformées, comme on peut voir. Donc, ensemble, on va explorer quelques-unes de ces galaxies en interaction, donc les plus connues et les plus spectaculaires à voir. En commençant par la galaxie du tourbillon. Donc, ça, c'est un excellent exemple de cannibalisme galactique. Donc, on a ici la galaxie spirale, donc qui ressemble à un tourbillon, tout son nom, qui va être la galaxie principale, la grosse galaxie, qui est en train de dévorer une petite galaxie irrégulière. Donc, on voit ici sur la droite. Donc, au fur et à mesure, elle va vraiment être en train de se l'agglomérer et elle va la gober, puis cette petite galaxie va en fait disparaître pour se fondre à travers le décor de cette grosse galaxie spirale. Sinon, pour des galaxies qui commencent à être en interaction, on a ici ces deux galaxies-là qui n'ont pas de nom plus le fun que simplement leur nom de catalogue. Donc, on a la galaxie NGC 2207 et la galaxie IC 2163. Donc, ces deux galaxies qui commencent à entrer en interaction. Donc, elles ont encore conservé leur forme, comme vous pouvez le voir. Donc, on va voir au fil des années comment ça va évoluer. Et on va voir dans le sens de pas nous, parce que ça va prendre des millions et des milliards d'années avant que ce système-là évolue. Sinon, une de mes préférées, donc les galaxies des souris. Donc, ça, c'est des galaxies qui se sont déjà rentrées dedans, donc sont vraiment en train de fusionner ensemble. Donc, elles se sont collisionnées et souvent, elles vont s'être collisionnées, continuer un peu leur chemin et ensuite, elles vont
recollisionner de nouveau comme ça jusqu'à ce que ça devienne une seule galaxie. Et donc là, elles ont déjà collisionné une première fois. Ça les a déformées, comme on peut voir. Et il y a des traînées de gaz qu'on peut voir à droite et à gauche qui vont s'éloigner. Et en fait, ces cascades de gaz-là, comme on peut voir par exemple à gauche, on voit une cascade de gaz et de jeunes étoiles. Donc, cette interaction-là entre les galaxies va aussi former de nouvelles étoiles. Donc, va en fait stimuler la formation d'étoiles à travers cette région de l'univers-là. Donc, on peut voir une cascade de jeunes étoiles vers la gauche. À droite, on voit une queue de lumière, donc avec plein de nouvelles étoiles qui sont formées par l'effondrement gravitationnel de ce nuage de gaz-là. Donc, il y a vraiment plein de choses qui se passent quand il y a deux galaxies qui sont en train d'être en interaction. Et ça nous donne en fait un aperçu de ce qui nous attend, nous, dans le sens de notre galaxie, la Voie lactée, parce que dans plusieurs milliards d'années, on va entrer en collision avec une de nos galaxies voisines, la galaxie d'Andromède. Donc, ça, c'est en fait, on regarde un peu le destin qui attend la Voie lactée et la galaxie d'Andromède. Donc, elles se sont collisionnées une première fois, elles s'éloignent et elles vont se recollisionner par la suite jusqu'à finalement créer une seule et grosse galaxie massive qui va rester à la fin. Une étape un peu plus avancée de ce genre de collision galactique, c'est les fameuses galaxies des antennes. Donc là, les galaxies ont presque fusionné. On peut voir les deux noyaux de galaxies. Donc, il y en a un ici à droite, c'était la première galaxie. Et on a à gauche le deuxième. Donc, c'était les deux galaxies. Et c'est un stade beaucoup plus avancé. Elles ont presque fusionné. Et donc, c'est encore une fois le destin de nos galaxies. Donc, parlant de destin, je vais vous montrer une vidéo, donc une simulation de ce qui nous attend. Donc, on a ici, c'est une simulation faite par ordinateur. Donc, on a notre galaxie en bas. Tout d'abord, là, vous voyez, donc on a le temps qui va passer donc en milliards, billions et milliards d'années. Donc, on commence aujourd'hui. Alors ça, ici, c'est la Voie lactée, donc notre galaxie, qui tourne comme ça. Donc, le temps est très accéléré. Donc, on dézoome. Donc, on a ici la galaxie d'Andromède, donc notre autre galaxie, et la galaxie du Triangle, une autre petite galaxie à côté. Donc, plus les années vont passer, plus les milliards d'années vont passer, plus les deux galaxies se rapprochent. Et attention, donc elles vont fusionner comme ça. Regardez, au début, là, elles vont se collisionner, elles vont continuer leur chemin, vont être déformées, envoyer du gaz un peu partout. Parfois, il va y avoir de nouvelles étoiles qui vont se créer là-dedans. Et là, elles se recombinent de nouveau, etc., jusqu'à ce qu'ils forment une autre grosse galaxie, donc une grosse galaxie elliptique, donc qui ressemble vraiment à un immense tapon d'étoiles. Donc, ça va faire une très grosse galaxie faite d'une combinaison de la Voie lactée et de la galaxie d'Andromède. Et ce qui est assez impressionnant avec ce genre de collision de galaxies-là, c'est que dans l'espace, là, il y a beaucoup d'espace. Tellement que lorsque deux galaxies fusionnent, même si elles se rentrent dedans de façon assez violente, il n'y a pas d'étoile qui va rentrer dans une autre étoile. Donc, même si notre galaxie va entrer en collision avec une autre galaxie, notre Soleil, il y a pas de chance, là, il y a des chances minimes qu'il entre en collision avec d'autres étoiles. Et donc, non plus notre système solaire, en fait, il va être intact si ça devait arriver pendant que notre système solaire est encore là. Mais ça n'arrivera pas parce que notre système solaire, comme Maxime l'a dit tantôt, il nous reste 5 milliards d'années avant que le Soleil meure et cette collision-là va être terminée dans environ 8 milliards d'années. Et tout ça pour dire que même si notre système solaire existait encore au moment de la collision avec la galaxie d'Andromède,
on serait pas en danger. C'est juste notre ciel étoilé changerait, mais il n'y a pas une étoile qui traverserait notre système solaire ou quoi que ce soit. On serait bien correct. Alors, c'était ça pour ma présentation spéciale Halloween. Donc, on a appris sur les cadavres stellaires, on a appris sur des nébuleuses lugubres et sur le cannibalisme galactique. Alors, le temps file. Maxime, est-ce qu'on prend quelques questions ou on enchaîne? On va simplement tenter de revenir à notre autre caméra. Donc, tiens, si on va... Ah! Dis-nous bonjour. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. On ne sait pas. Donc, on essaye de revenir à ma caméra initiale. Alors, est-ce qu'on m'entend? On peut poursuivre. OK, on va poursuivre. Alors, c'est bientôt la fin, en fait, de notre capsule au-dessus de nos têtes spéciale Halloween. Mais avant de se quitter, je vais vous montrer ce qui nous attend en phénomène astronomique, donc les éphémérides qui vont arriver dans les prochains jours. Donc, qu'est-ce qui nous réserve le mois de novembre? Alors, ce soir, donc, on avait la Lune et Mars qui sont près l'une de l'autre. Le 31 octobre, c'est la pleine Lune. Donc, une pleine Lune pour l'Halloween, la prochaine seulement dans 19 ans. Alors, il faut en profiter. Et la pleine Lune, elle va être spéciale à l'Halloween parce qu'on dit que c'est une lune bleue. Qu'est-ce que ça veut dire, une lune bleue? Est-ce que la lune va nous apparaître bleue dans le ciel? Non. En fait, une lune bleue, c'est seulement un nom qu'on donne à la deuxième pleine lune du mois. Donc, au mois d'octobre, on a eu une autre pleine lune auparavant, dans le début du mois. Donc, la lune de l'Halloween, c'est notre deuxième pleine lune du mois d'octobre. Donc, c'est juste pour ça qu'on appelle ça une lune bleue. Et elle ne va pas non plus être plus grosse, donc ce n'est pas une super lune. En fait, ça va être une lune quand même petite. Parce que la Lune, au fur et à mesure qu'elle tourne autour de la Terre, parfois elle va être un petit peu plus proche de la Terre, on appelle ça le périgée, et parfois elle va être un petit peu plus loin dans son orbite, donc elle va être à l'apogée. Et là, l'apogée de la trajectoire de la Lune autour de la Terre, eh bien c'est, je crois, comme vraiment, soit maintenant ou dans quelques jours, là, on vient de le passer. Bref, on est très, très proche de l'apogée de la Lune. Donc, la pleine Lune, en fait, elle va être un peu plus petite dans le ciel. Donc, on a ici une comparaison entre le plus gros que la pleine Lune peut être et le plus petit que la pleine Lune peut être vu depuis la Terre. Donc, ça, c'était pour notre Lune bleue. Sinon, on a deux petites pluies d'étoiles filantes, des pluies de météores pendant le mois de novembre. On les appelle les Taurides parce qu'elles semblent provenir de la constellation du Taureau. Donc, il y a la Tauride du Sud qu'on appelle, dont le maximum va être le 5 novembre vers 1h du matin. Sauf que la Lune va être là et ce ne sont pas des très, très fortes pluies d'étoiles filantes, là. On parle d'un maximum d'environ 10 étoiles filantes par heure. Mais vous avez plus de chance avec les Taurides du Nord, qui sont le pic est le 12 novembre à minuit, donc dans la nuit du 11 au 12. Donc, si cette journée-là, cette nuit-là, vous voyez une étoile filante, il se pourrait que ce soit la pluie d'étoiles filantes des Taurides du Nord. Et finalement, donc pour les planètes qu'on peut voir, alors en début de nuit, comme on l'a vu dans Stellarium, en début de nuit, on peut voir nos géantes gazeuses Jupiter et Saturne, donc du côté ouest, parce qu'elles vont se coucher pas très tard. Ensuite, on a pas mal toute la nuit, donc la planète Mars qui va être là à côté de la Lune ce soir, et finalement Vénus qu'on peut voir aux petites heures du matin du côté est. Alors, c'était tout pour notre capsule au-dessus de nos têtes, version Halloween. Je vais, avant de vous quitter, vous donner la bonne réponse à nos costumes. J'avais presque oublié. Alors, moi, en fait, j'étais déguisée en Carl Sagan. Carl Sagan, si vous le prononcez en français.
Et Maxime, toi, tu étais déguisé en Uber Eats. Et oui, il y en a plusieurs qui l'ont découvert grâce à tes indices, Myriam. Voilà, oui, avec la petite casquette ou sans petite casquette. Oui, j'ai été assez audacieux pour me raser, moins que de belles chevelure d'habitude, mais je me suis commis. Et c'est moi qui ai coupé tes cheveux. Ben, la perruque, en tout cas. Alors, ben voilà, c'était ça pour nos costumes et pour la capsule de cette semaine. Donc, on se revoit dans 2 semaines pour la prochaine capsule de Au-dessus de nos têtes. À thématique, on va parler des planètes du matin. Alors, bon Halloween. N'oubliez pas de changer l'heure en fin de semaine et de manger plein de bonbons. Bonne soirée!